article. Comme avait dit Madeleine, c'est de l'explication de texte en fait. Mm. Et l'article choisi par Patricia est celui-là, Mm. qui a été mené par l'équipe de Lynch, qui est bien connue, américain travaillant exclusivement sur la F. Et donc le titre, c'est les dosages de frataxine périphériques sous-entendus dans le sang qui gouvernerait l'évolution clinique de l'ataxie sur le long terme, entendu avec les données qu'on a quelques années. Alors, ça a été publié dans un journal qui est en open access, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, les auteurs, pas souvent, les auteurs payent la publication. Et la publication, de ce fait, est accessible à tous ceux qui veulent bien le télécharger. Euh, alors, c'est sorti dans un bon journal, hein, mais globalement, on s'aperçoit avec le temps, et ça s'est beaucoup diffusé depuis 20 ans, ces journaux où les auteurs payent, ça amoindrit pour certains la qualité. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais travail, n'est pas le sujet, mais une revue où les auteurs payent la publication, ça crée un biais, un conflit d'intérêts, ça s'appelle. Et il y a des maisons d'édition qui font que ça et qui sont ce qu'on appelle des revues, enfin des maisons d'édition prédatrices où ils prennent les travaux parce que c'est payant et c'est pas toujours de très bonne qualité. Mm. C'est pas forcément le cas de cette revue de neurologie. Mm. N'hésitez pas à m'interrompre hein, Mm. si les choses vous paraissent pas claires. Mm. J'ai horreur de causer tout seul en fait. Mm. Euh, En introduction, chose connue, hein, bien entendu, c'est que globalement, c'est l'accumulation de triplets GAA au démarrage du gène de la frataxine qui fait qu'il n'y a pas de transcription. Ça concerne 96% des patients. Il y a 4% des gens qui ont une mutation, en fait, euh, qui aboutit à un gène qui dysfonctionne. Ce n'est pas une accumulation de GAA, c'est une mutation ponctuelle ou multiple. Euh, Comme il y a un défaut de démarrage de la transcription du gène, c'est-à-dire du passage de l'ADN en ARN, on se retrouve finalement avec peu d'ARN fonctionnel qui va être traduit en protéines. Et donc la protéine est quantitativement insuffisante, mais elle est fonctionnellement normale en fait. Alors que ceux qui ont des mutations, on peut faire de la frataxine, mais qui est non fonctionnelle, dysfonctionnelle. Euh, il est déjà connu que le nombre de GAA, alors la norme, enfin, il n'y a pas de norme, il est Mm. considéré que moins de 30 GAA, c'est normal. Mm. Moins de 100, il ne se passe pas grand-chose, et il se passe des choses, mais pas grand-chose. Et au-delà de 100, ça commence à dysfonctionner. Mm. Et globalement, il y a une corrélation connue entre le nombre de GAA et puis l'âge d'apparition des premiers symptômes. Alors, symptômes, il manque un E. Moins. Et effectivement, ça en fait ces deux-là, en fait, nombre de GAA au démarrage du gène et puis âge d'apparition des symptômes sont deux marqueurs de gravité. Plus il y a le nombre de GAA, plus ça commence tôt et plus ça va mal se passer. Le déficit en frataxine euh, conduit à alors ça, on le sait tous, hein, un dysfonctionnement des mitochondries, qui sont des organites, donc des organites, voilà, essentiels au bon fonctionnement des cellules, et notamment, bien entendu, pour la production de l'énergie cellulaire, pour le métabolisme du fer, du calcium, enfin, surtout du fer. Et donc, il y a plusieurs niveaux de dysfonctionnement qui expliquent ce qui peut être observé par la suite. Le fait est que les taux de frataxine ont été initialement
comme la maladie a une distribution tissulaire élective, hein, c'est avant tout le système nerveux et le cœur, même s'il il y a de la frataxine partout et même s'il y a des mitochondries partout, sans qu'on sache trop pourquoi, ça a une détermination tissulaire spécifique. Et c'est dans ces tissus spécifiques que les premières études ont porté sur la détermination des taux de frataxine. Mais on comprend bien que c'est compliqué d'accès et ça serait bien de savoir si des dosages plus simples seraient tout aussi bien corrélés aux données biologiques et ou cliniques. Et donc, si on dit que l'essentiel de la maladie, et c'est bien sûr le cas, est à rapporter à un déficit en frataxine, euh, on va vers des traitements qui sont étiologiques, hein, qui remplacent la frataxine manquante dans les tissus cibles, système nerveux et cœur notamment. Et en fait, cette perspective thérapeutique, plus le besoin de simplifier un peu nos démarches d'évaluation, implique de connaître la relation entre les taux mesurés dans les tissus, mais quand on dit tissu, on peut parler du sang en fait, hein, et l'évolution de la maladie. À la fois pour estimer les doses nécessaires dans les études de phase 1 et 2, hein, si on apporte un nouveau produit qui est censé remplacer la frataxine, comme on sait que l'excès de frataxine est potentiellement toxique, il faut pouvoir avoir une estimation de ce qu'il faut apporter. Et donc savoir, au bout du compte, si on fait un dosage simple, ça reflète bien ce qui est manque potentiellement. Et en fait, ce travail est né est basé sur l'existence de cohortes hein, américaines ou européennes qui existent depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, la disponibilité au sein de ces patients qui sont enrôlés dans les cohortes de dosages, parfois uniques, parfois multiples, de la frataxine. On va le voir tout de suite, qui sont dosés aussi dans les tissus, mais aussi dans le sang périphérique. Et donc, en fait, le travail tend enfin, la question posée, c'est est-ce que les dosages de frataxine dans le sang périphérique reflètent aussi bien l'évolution de la maladie que les dosages dans les tissus et en intracellulaire. C'est toujours intracellulaire d'ailleurs. Alors, sur le plan de la méthode, et si on parle de dosage de frataxine, ce qui peut paraître un défaut, mais qui n'est pas forcément au regard des résultats, c'est que d'abord on a deux cohortes, et deux cohortes qui utilisent deux méthodes différentes de détermination de la frataxine. Alors, on va le voir dans les tableaux qui sont pas très lisibles, je vous préviens de suite, c'est une accumulation de chiffres, mais on prendra le temps de les lire, pas dans le détail, mais lire l'essentiel. Il y a deux cohortes appelées LF et TQ. Dans la cohorte LF, c'est un dosage qualifiera de semi-quantitatif sur une base immunologique à partir du sang circulant. Et le résultat est exprimé en pourcentage de variation par rapport à la population non malade. En fait, dans ces cohortes sont incorporés des sujets hétérozygotes, donc en fait les parents des patients, et puis des sujets sains, c'est-à-dire pas hétérozygotes. Et alors, ce qui est dans cette cohorte LF où il y a un dosage semi-quantitatif, en fait, c'est fait sur le sang. Et sur le sang, bah, l'essentiel du sang, ce sont des globules rouges. Or, les globules rouges sont des cellules qui sont inactives en fait métaboliquement. Je caricature un peu, hein. Elles font pas de protéines, elles ne contiennent que de l'hémoglobine qui est là pour fixer l'oxygène et faire la respiration telle qu'on la connaît, en faisant un échange oxygène-CO2 au niveau des poumons. Et donc en déchargeant le CO2 et en rechargeant l'oxygène pour le distribuer en périphérie dans les tissus. Et donc, en fait, l'essentiel de ce qui est mesuré, puisque c'est fait sur le sang, ça provient des globules rouges. C'est une estimation de 80% de ce qui est observé vient des globules rouges. Alors que dans la cohorte qui est appelée TQ dans le travail,
C'est une méthode plus précise qui en plus permet de différencier les formes pas complètement matures et vraiment matures de la frataxine. Et en plus, c'est rapporté et non pas en proportion par rapport à des sujets sains ou des sujets hétérozygotes, mais en nanogrammes par ml. Et voilà, et dans chaque cohorte, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'il y a des sujets sains et des sujets hétérozygotes. Alors, une fois qu'on a des dosages et qu'on a les cohortes et qu'on sait comment évoluent les patients, le centre de la question, c'est quelles sont les relations qui peuvent exister entre ces taux de frataxine. Donc, FXN, c'est pour frataxine dans la suite des diapos. C'est la dénomination classique du gène de la frataxine dans les articles médicaux. Et donc, l'évolution de la maladie. Alors, les auteurs s'embête pas avec 50 millions de paramètres, hein. Il y a l'âge des premiers symptômes, le nombre de GAA et puis globalement l'échelle mFARS. Bon, on va revoir sur une diapo, hein. J'ai essayé d'apporter quelques données plus théoriques à travers des diapos qui peuvent parfois paraître complexes. Et, euh, et donc, la question, c'est quelles sont les relations entre ces paramètres cliniques, biologiques, l'échelle mFARS au sein de ces cohortes confrontées au taux de frataxine. Il y a deux objectifs qui sont complètement complémentaires. C'est à l'état de base, on va dire à, à- à l'initiation des symptômes, à la découverte des symptômes, est-ce qu'il y a une relation avec les taux de frataxine? Et puis, chose encore plus intéressante, c'est est-ce que les taux de frataxine successifs, donc ça donne des droites, hein, est-ce qu'il y a une corrélation avec l'évolution de l'échec clinique mFARS mesurée plusieurs fois dans le temps? Donc on a un certain nombre de patients qui ont et plusieurs mesures de frataxine et plusieurs mesures de l'échelle mFARS. Et la question, bien entendu, est de savoir si ces mesures successives qui donnent des droites sont des droites qui sont corrélées, qui sont au bout du compte parallèle. Alors, dans la mesure où ce qui est sans doute le plus à la fois caricatural et symbolique d'une évolution de la maladie, qui est la perte de la déambulation, les auteurs font un focus sur la perte de la déambulation. Quand ils font cette analyse de perte de la déambulation, il faut bien comprendre que sont exclus un certain nombre de patients, ceux qui d'emblée n'avaient pas la déambulation à l'entrée dans l'étude, enfin à l'entrée de la cohorte, et puis ceux qui ne vont pas perdre la déambulation durant le suivi de la cohorte, puisque les cohortes ont peut-être 15 ans d'évolution, mais pas 50 ans. Euh, et donc, sur le plan statistique, il y a trois types de mesures de corrélation qui sont faites. Je vais m'appesantir que sur une qui est facile à comprendre, les deux autres étant à la fois classiques. De toute façon, je ne suis pas spécialiste de statistique, mais quand on regarde ce qui est écrit, on retombe sur des notions classiques d'études de corrélation. Alors, il y a la première qui est la plus utilisée en pratique médicale, c'est la régression linéaire. La régression linéaire, c'est globalement une méthode statistique qui vise à modéliser, donner un schéma compréhensible de la relation entre une variable dépendante ou expliquée et une ou plusieurs variables indépendantes euh, explicatives. Euh, je donne un exemple. Est-ce que la taille de mon fils dépend de ma taille? Donc la variable expliquée ou dépendante, ça va de mon fils, et la variable indépendante explicative, c'est ma taille à moi. Et si on établit une relation, si on veut établir une relation entre ma taille à moi et la taille de mon fils, je dis mon fils parce que je suis un homme et que a priori mon fils prend mon Y, enfin mon chromosome Y, qui définit la masculinité, enfin jusqu'à preuve du contraire. Alors, on a un modèle linéaire simple. Donc, on a une régression linéaire qui est une seule variable, qui a une seule variable explicative. Alors,
expliquer cette notion de régression linéaire, j'ai pris ce schéma. Alors, vous faites le Wikipédia, vous prenez tous ces mots-clés et vous trouvez tout ça. Et on comprend bien que dans la vraie vie, vous avez un nuage de valeurs qui croise, dont chaque point croise ma taille, la taille de mon fils. Enfin, et donc on prend plusieurs parents, plusieurs pères et plusieurs fils, on comprend. Et ça vous donne un nuage de points. Et la régression, en fait, c'est d'aligner sur une ligne droite théorique ces différents points. Et plus votre... alors j'avance un peu, hein. Euh, Sur ces genres de droites de corrélation, de régression linéaire, on calcule un coefficient de corrélation linéaire qui s'appelle R. Et globalement, quand la corrélation est négative, on a un R qui est entre -1 et 0. Et quand la corrélation est positive, là, vous avez un exemple de corrélation positive, hein, parce que quand l'abscisse monte, l'ordonnée monte. Quand c'est l'inverse, ben, c'est une corrélation négative. Mais les valeurs sont toujours globalement entre 0 et 1 ou 0 et -1. Et globalement, la corrélation est faible. Retenez ça parce qu'on va avoir plein de chiffres comme ça, enfin, un certain nombre de chiffres comme ça dans les tableaux de résultats. La corrélation est faible quand le R est entre 0,5 et 0, -0,5 et 0. Et corrélation forte, c'est entre 0,5 et 1 ou -1 et -0,5. Ça correspond à la pente de la courbe. Oui, oui, c'est pas une courbe, c'est une droite. Et effectivement, le 1, ça correspond à ce que j'ai rajouté sur ce schéma. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une corrélation stricte entre la valeur d'abscisse et la valeur d'ordonnée. Et on est dans l'angle droit, pardon, on est dans la moitié de l'angle droit. Et comme quand vous avez, on n'a jamais ça en biologie, on n'a jamais ça en, enfin, c'est totalement, enfin moi j'ai jamais vu, mais en médecine on n'a jamais ça parce qu'il y a des facteurs justement confondants qui viennent empêcher d'avoir une corrélation stricte. Mais l'idéal, ça serait d'avoir entre deux mesures, par exemple, une corrélation stricte et ce genre de R qui serait égal à 1 avec des valeurs d'abscisse et d'ordonnée qui sont strictement en relation. Alors, euh, ce qui est une petite critique, hein, mais nul n'est parfait, et puis c'est juste pour vous dire que dans, au début des résultats, alors je vous l'ai écrit, enfin je vous l'ai fait un copier-coller du texte en anglais, hein. Dans chacune des cohortes, LF et TQ, il y a des individus qui sont exclus des analyses parce que ils ont un nombre de GA très différent sur les deux allèles. Hein, je vous rappelle que pour chaque gène, on a deux allèles, puisque nos chromosomes sont par paire. Donc chaque chromosome a le gène de la frataxine. Et, et comme chaque gène vient chaque chromosome vient de père et de la mère, euh, le père et la mère étant différents, ils ont pu apporter un nombre de GAA différents. Et donc, dans ce travail, ils ont exclu des cohortes ceux qui avaient des GA, nombre de GA très différents, mais ce qu'ils appellent hétérogènes. Mais ça ne nous dit pas, ils n'ont pas défini qu'est-ce qu'ils appelaient un nombre de GA hétérogène. Et c'est quelque part une erreur, on va dire mineure, mais assez classique au bout du compte, de dire dans les résultats quelles sont les exclusions et pourquoi on exclut. D'ailleurs, les exclusions, il faut les définir. Donc, ils auraient dû nous définir qu'est-ce qu'on appelle une paire de, enfin, plutôt deux allèles hétérogènes en termes de nombre de GA. Est-ce que c'est 400 versus 800 ou 200 versus 600, j'en sais rien. Enfin, bref, ils auraient dû le définir. Et puis, ils ont aussi exclu des patients dans chaque cohorte pour lesquels il n'y avait pas de suivi, enfin, le suivi nécessaire. Et donc, en gros, ceux qui n'avaient qu'une seule mesure, et puis après, les patients ont disparu de la cohorte. Non, mais c'est hétérogène, c'est faut traduire en hétérogène.
parce qu'autrement, ils sont pas malades s'ils sont hétérozygotes. Il y a un allèle malade et un allèle normal. Alors, c'est pour ça que je me suis permis, pour que ça soit plus clair, de rappeler cette notion de deux chromosomes, deux allèles, pas deux paires de chromosomes et deux allèles. Hein. On est d'accord que on a des cellules diploïdes et qu'il y a deux allèles présents pour chaque gène autosomique. Autosomique, c'est-à-dire différent des gènes sexuels, et que chaque allèle est transmis par un parent. Et donc, les allèles sont transmis par les parents, ils peuvent être identiques ou non. Et donc, au bout du compte, chez l'être humain, chaque gène situé sur un chromosome autosome, donc pas les chromosomes sexuels, est présent en double exemplaire, l'un prenant du père, l'autre prenant de la mère, dans les cellules dites somatiques qui sont diploïdes, ce qui est différent des cellules des gamétocytes, hein, l'ovocyte, le spermatozoïde, qui ont, entre guillemets, bénéficié de la méiose, où on a séparé les paires de chromosomes. Alors, voilà le premier tableau qui décrit les deux cohortes, LF et TQ. Et vous voyez que vous avez deux types de données pour TQ, parce que je vous rappelle que c'est un dosage de frataxine quantitatif en nanogrammes par ml et qui différencie les isoformes. Donc la frataxine E, c'est E pour érythrocyte, donc celle qui est située dans les globules rouges. Et la frataxine M, c'est celle qui se situe dans les cellules qui sont métaboliquement actives et qui font de la frataxine dans sa forme active. Alors, quand on regarde, il y a des petites différences entre cohorte LF et cohorte TQ ou en termes d'âge. Et la cohorte TQ est faite de sujets globalement plus jeunes. Et d'ailleurs, effectivement, il c'est dit dans le texte, mais c'est pas montré dans le tableau, c'est que le nombre de GA est plus important dans la cohorte TQ, puisqu'effectivement, ça commence plus tôt. Alors, si on regarde dans le détail, alors vous avez donc euh, la première colonne, c'est la description des cohortes, enfin des deux cohortes. La deuxième colonne, c'est les caractéristiques principales démographiques, hein, comment ça commence, à quel âge, dans quelle tranche d'âge ça commence, pardon, je vais y arriver. Et puis le fait que vous avez des hétérozygotes, qu'on appelle les carrières, et des contrôles qui sont homozygotes normaux. Le mot normal n'est pas très élégant, mais enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, vous voyez que sur les 300 patients et quelques dans chaque cohorte, vous avez un bon tiers qui commence, dont la maladie commence entre 0 et 7 ans, puis un peu plus d'un tiers qui commence entre 8 et 14 ans, et etc., etc. Et vous avez une petite fraction, une quinzaine de pourcents, une vingtaine de pourcents, j'aurais pu mettre les pourcentages entre parenthèses, qui commencent après 24 ans. On pourrait considérer comme ceux qui commencent tardivement, mais on sait que ça peut commencer beaucoup plus tardivement encore. Donc vous avez ce genre de stratification par tranche d'âge pour les deux cohortes. La deuxième cohorte, en distinguant la frataxine de l'érythrocyte, donc du globule rouge, et puis la frataxine mature pour M. Quand vous regardez les niveaux de frataxine donc dans la cohorte TQ où on fait du dosage quantitatif, on voit bien qu'il y a une augmentation du taux de frataxine circulant, c'est-à-dire sanguine, hein, selon que ça commence tôt ou plus tard. Puisque si vous prenez la frataxine M, la forme mature, quand ça commence entre 0 et 7 ans, vous avez un taux de frataxine en nanogrammes par ml de 2,4, alors que quand vous commencez la maladie après 24 ans, vous êtes à 5,9, c'est-à-dire plus du double.
Et on a bien entendu cette même échelle progressive quand vous regardez ça en pourcentage comparativement à au au sujet contrôle au pluriel. Donc c'est la quatrième colonne. Et là, ça se voit sur les deux cohortes LF et TQ. Et c'est des choses qui sont connues, hein. Donc, ce genre de tableau qui reflète les deux cohortes étudiées ne vient que confirmer des travaux antérieurs où il y a une corrélation entre, euh, 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 excusez-moi, entre âge de début et puis frataxine, quantitative ou semi-quantitative. Et la dernière colonne, elle est un peu difficile à comprendre parce qu'elle n'est pas expliquée dans la légende du tableau, mais c'est la multiplication à chaque augmentation de strate d'âge. C'est-à-dire que globalement, entre la strate d'âge de 0,7 ans et la strate d'âge plus de 24 ans, vous avez un facteur 4 en termes de variation par rapport au contrôle. Alors, ce qui manque dans ce tableau, on ne comprend pas que ce n'ait pas été donné parce que manifestement il l'avait, puis dans le texte il donne une moyenne par cohorte, c'est le nombre moyen de GA dans chaque groupe. On a le nombre de patients, on a le nombre de GA pour chaque patient puisque c'est comme ça qu'a été déterminé le diagnostic. Alors le GAA1, on est d'accord s'il y a deux allèles, hein, les deux allèles sont malades chez les patients, enfin, sont porteurs des GAA en excès chez les patients. Et en fait, le GAA1, dont on va reparler dans les tableaux, c'est l'allèle qui a le plus de triplets. Donc, entre guillemets, l'allèle le plus dysfonctionnel. Le GAA2 est celui qui en a moins et a priori moins dysfonctionnel. Alors, là, il y a une suite de tableaux comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout lire dans le détail, d'abord parce que on y sera là encore demain, et puis c'est pas ça qui compte. Le premier tableau, ça vise à montrer la corrélation positive. Donc, si on revient au cours de corrélation, au droit de corrélation, c'est une droite qui monte, hein, entre âge de début, pardon, qui s'appelle dans le tableau AOO, et puis le nombre de GAA. Et vous voyez que si on s'intéresse je vais reprendre la flèche, l'essentiel, si on prend que la frataxine mature, la colonne du centre, on a un R carré à 0,25. Et très sincèrement, à chaque fois qu'on a un R carré au-dessus de 0,20, c'est très fortement corrélé. Et effectivement, à cette valeur-là, ils associent, enfin, les statistiques donnent un p-value, une valeur de p inférieure au 10 millième. C'est-à-dire, quand vous dites, pour le dire autrement, quand vous affirmez qu'il y a une relation entre le taux de frataxine M et puis l'âge de début, vous n'avez qu'une chance sur 10 000 de vous tromper. C'est ce que veut dire la valeur du typé. C'est la probabilité de se tromper, en fait. C'est l'hypothèse de réfutation. Et bien là, on a une chance sur 10 000 de se tromper. Donc, on a envie de dire, c'est sans doute dénoncer qu'il y a une relation entre le nombre de GA et l'âge de début, ben, c'est sans doute très fort. Alors, si je parle que la colonne centrale avec la frataxine mature, oui. Mais en biologie, c'est rare d'avoir zéro. Enfin, c'est pas tous les jours dans 0,25. On n'a pas entendu, Patricia. On t'entend pas, Patricia. Oui, elle fait référence, Patricia, à ce qui est en bas à droite de cette diapositive, où la corrélation est faible entre 0,0 et 0,5. Là, je vous parlais de 0,25. En fait, alors, il y a plusieurs choses à considérer. Il y a les la variabilité intrinsèque du test et la variabilité interindividuelle. Et là, on est dans des tests où la variabilité est relativement importante. Ce qui fait que quand on trouve une corrélation à 0,25, on peut être déjà extrêmement content. C'est pas de la physique, hein.
où, où il y a des corrélations beaucoup plus fortes. C'est plus des corrélations, d'ailleurs, c'est des valeurs exactes. On est dans la biologie avec des aléas de mesure, des aléas, enfin, je veux dire, des limites aux mesures, des limites liées à la variabilité des sujets. Donc, si on revient sur juste la frataxine mature, qui est la plus intéressante, on a un R carré à 0,25 entre l'âge de début et le nombre de GA. Et ça, c'est une donnée qui est relativement connue, sauf que là, on s'adresse à de la frataxine. Enfin, on a comme dosage une frataxine périphérique. On n'est pas dans un tissu qu'on a été prélevé, je ne sais pas trop comment, enfin, si par des biopsies. Le tableau suivant, alors vous verrez qu'il y a des verts foncés et des verts clairs, comme on le voit sur le premier tableau. En fait, on va s'intéresser qu'aux verts foncés, puisque c'est les corrélations les plus fortes. Ce tableau 3, c'est la corrélation cette fois-ci négative entre le taux de frataxine et le nombre de GAA1. C'est en fait le plus petit nombre de GAA sur un des deux allèles. Et effectivement, quand on regarde toujours sur la frataxine mature, cette fois-ci, on a un R carré à 0,45. Donc la corrélation devient vraiment forte entre... j'ai vraiment... alors, c'est pas le plus petit nombre, excusez-moi, c'est le plus grand nombre. J'ai dit une bêtise. Euh, et donc, plus on a de GAA, moins on fait de frataxine. Et la corrélation est très très forte, parce que là aussi, on est encore au 10 millième. Et on a R carré à 0,45. Le travail suivant, c'est ce qu'il y a une corrélation entre le taux de frataxine et l'échelle mFARS, qui veut dire le score, l'échelle de score modifié pour la F1, pour la F. Je vous rappelle, c'est si vous regardez sur Internet, qu'est-ce que c'est qu'mFARS, vous tombez sur ce genre de tableau où globalement, on mesure les fonctions neurologiques sur 93 points dans sa version simplifiée et modifiée, en fait, modifiée et simplifiée. Vous voyez qu'on a supprimé l'évaluation du système nerveux périphérique comparativement à l'échelle farce du départ qui est à droite sur le tableau qui comptait sur 125 points. On a globalement simplifié. Et si je vous ai mis sur cette diapositive de rappel de ce que c'est que mFARS, je vous ai mis une flèche bleue marquée USS, c'est parce que c'est la stabilité debout qui a fait l'objet d'un focus, comme je vous l'ai dit, en parlant de déambulation dans ce travail. Et donc les résultats, regardant donc la corrélation entre taux de frataxine et mFARS, c'est ce tableau-là. Donc en haut, vous avez mFARS, la valeur globale de l'échelle. Et en dessous, dans le tableau, enfin, deuxième partie du tableau dans le bas, c'est un focus sur la stabilité debout. Il n'y a pas juste la stabilité debout, il y a plusieurs paramètres qui évaluent la stabilité debout. Et la déambulation, en fait. Notamment, il y a le fameux test où est-ce que j'arrive à marcher droit sur une ligne peinte sur le sol. Comme c'est écrit sans tapis, bien de gêner la marche, et sans aide extérieure ou avec un instrument quelconque. Donc, ce tableau-là, il montre quoi quand on fait un focus sur, sur les R carrés? On s'aperçoit que, alors si on prend toujours le milieu, la frataxine sur la forme mature, alors je sais bien que je vous montre surtout la deuxième cohorte qui démarre plus tôt, donc qui est enfin, avec un âge de début qui est plus tôt, donc en fait une forme plus grave, d'évolution plus sévère. L'avantage, c'est que c'est un dosage quantitatif de la forme mature de la frataxine. C'est pour ça que j'insiste sur la colonne du milieu. Et vous voyez que vous avez une corrélation très forte. Là, pour le coup, vous avez un R carré à 0,57 entre la frataxine dans sa forme mature et l'échelle mFARS.
Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et vous voyez que ce type de corrélation est un petit peu perdu, enfin même perdu d'ailleurs, avec frataxine et juste la stabilité. Bon, elle n'est pas perdue, mais le petit p, le R carré est à 0,31 et le petit p est au 10 millième, alors que l'autre était inférieur au 10 millième. Donc, entre guillemets, le dosage de frataxine est plus puissant pour prédire l'échelle phase dans sa globalité, plutôt que de traduire la potentielle perte de la déambulation. Et si on doit regarder qu'est-ce qui est plutôt corrélé à la perte de la déambulation, eh bien en fait, c'est l'âge de début des symptômes, le AOO. Et donc, le nombre de points attribués à la déambulation est inversement proportionnel à l'âge de début. C'est pour ça que vous avez une valeur de moins 0,5. Si on regarde ensuite, est-ce qu'il y a une corrélation entre le taux de frataxine et la survenue de la perte de la déambulation? Là, on sort un petit peu de ce que vous avez vu, puisqu'en fait, on a une succession de dosages de frataxine et une succession de mesures de l'mFARS. Et donc, ces corrélations, c'est dans des modèles de Cox, c'est écrit d'ailleurs sur le titre du tableau 5. Mais c'est le même mode de raisonnement que pour les droites de corrélation, de toute façon. Et vous voyez toujours sur la frataxine mature, on a un R carré à 0,66 euh, en lien avec la survenue de la perte de la déambulation. C'est-à-dire, pour le coup, moins vous avez de frataxine, enfin plus vite survient la perte de la déambulation. Mais dans ce tableau, cette perte de la déambulation était aussi bien corrélée euh, à l'âge de survenue des symptômes, et ça, c'est connu de longue date, c'est sans doute la chose qui est la plus. On arrive à la discussion, vous voyez, c'est que des stades de mise en relation entre les paramètres essentiels de la maladie AF et puis les dosages de frataxine. Mais ce qui fait le dosage de frataxine, c'est-à-dire les caractéristiques génétiques. Donc voilà, ces taux de frataxine sont corrélés aux autres paramètres de sévérité. Ça, c'était connu, nombre de GA et âge de début des symptômes. L'originalité dans ce travail, c'est, encore une fois, c'est frataxine du sang périphérique, hein, on ne va pas sur les tissus. Et la chose vraiment intéressante, c'est que c'est corrélé à ce qui se passe dans le temps et notamment à la perte de la déambulation. Moins vous avez de frataxine, plus vite, malheureusement, arrivera les difficultés de déambulation. Alors, ce qu'on pouvait, alors quand j'ai commencé à lire cet article, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'on ait deux cohortes différentes, avec des caractéristiques différentes, et puis en plus deux méthodes différentes de quantification de la frataxine. En fait, ça devient un atout puisqu'en fait, les mêmes résultats sont observés au sein des deux cohortes et avec des méthodes de quantification différentes. Finalement, ça rend les résultats plus robustes. C'est comme si on avait fait l'étude, je caricature un peu, on avait fait l'étude aux États-Unis, puis l'étude en Europe, et on avait exactement les mêmes résultats. Donc ça rend les résultats plus robustes. Bon, ben là, on a deux choses, on a deux approches différentes, deux cohortes et deux méthodes de quantification différentes qui donnent les mêmes résultats. À quelques points près, hein, il y a vraiment très peu de différence. Je suis passé vite dans les tableaux parce que je ne voulais pas vous assommer avec les chiffres, mais globalement, on a les mêmes résultats sur les deux cohortes. Et donc, en fait, ça renforce les résultats. Cohortes différentes et méthodes de quantification de la frataxine différentes. De ce fait, on peut dire que le dosage de la frataxine, ça apparaît comme un marqueur efficace pour analyser, d'une part, l'état de la maladie, c'est-à-dire que faire une photo à un instant T de la maladie, mais aussi pour, et c'est bien entendu beaucoup plus intéressant, pour prédire les choses, en sachant bien entendu qu'il y a des facteurs confondants qui n'ont sans doute pas été abordés là-dedans. Ne serait-ce que comment enfin, est-ce qu'on insiste sur l'importance de la kinésithérapie et de l'activité physique et voire le sport pour maintenir
le système nerveux en parfaite qualité. Euh, alors, les auteurs, enfin, ils sont nombreux, mais on comprend bien que quand on lit le papier, que ça a été écrit beaucoup par des cliniciens, c'est que le taux de frataxine apparaît moins aléatoire en termes de détermination de la maladie et de son évolution que les GAA. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, les GAA, c'est quelque chose qu'on fait une fois et qui n'est pas susceptible a priori d'évoluer, encore que c'est pas complètement vrai, puisqu'on a vu dans différentes réunions, y compris avec euh, PAF, qu'il peut y avoir des modifications dans le temps avec des interruptions, hein, et d'autres modifications, mutations du gène. Euh, on ne peut pas aller chercher au jour le jour. Et donc, les GA, on le fait une fois, c'est fixé, on a une idée de la chose, alors que la frataxine, c'est simple, on peut le répéter et on peut y voir une évolution dans le temps. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, donc, il y a une dynamique à intégrer dans la variable biologique simple à mesurer, qui est le taux de frataxine. Et on a sans doute un reflet global de l'organisme à travers le taux sanguin. Et donc, on comprend que cette approche cinétique dans le temps de taux de frataxine, c'est une source de meilleure compréhension qu'un seul taux de GA qui est déterminé au départ. Et on a la difficulté en plus de savoir comment ça fonctionne ou pas entre une allèle où il y a plein de GA et une allèle où il n'y a pas beaucoup de GA. Euh, Parce que, encore une fois, hein, le nombre de GA peut être très différent entre deux parents. Alors, ces perspectives de taux sanguin faciles à déterminer, ça, c'est ma dernière phrase en fait, ne vous inquiétez pas. Ça met en perspective une approche différente maintenant dans l'évaluation des thérapeutiques à venir, surtout des thérapeutiques qui visent à remplacer ou à se substituer à la frataxine. Puisque si on comprend bien que le taux de frataxine de départ, à l'instant T, mais qu'on peut répéter, il détermine ce qu'on peut attendre dans un court ou moyen terme, on peut en faire des critères d'inclusion. On peut, à ce moment-là également, en fonction de certains niveaux de frataxine synthétisés, en faire des analyses en sous-groupes, du groupe qui, pour une quantité équivalente de GAA, ferait plus ou moins de frataxine, ou des sous-groupes de frataxine en fonction de l'âge de début des symptômes. Enfin, vous voyez, faire des analyses en sous-groupes qui permettraient de mieux comprendre qui fait quoi au bout du compte en termes de valeur pronostique, et puis même en termes de réponse thérapeutique, parce que si demain, on a quelque chose qui vient stimuler ou se substituer à la synthèse de frataxine, on comprend qu'on pourra dire ben, celui qui en synthétise très peu a besoin de beaucoup de médicaments et celui qui en synthétise encore pas mal, comparativement à un sujet hétérozygote qui est pas malade, hein, les écarts sont d'un facteur 2 seulement le plus souvent, eh bien on saura mieux déterminer quelle est la quantité à apporter en perdant pas de vue, parce que c'est vraiment important, qu'a priori, il ne faut pas l'apporter trop, parce que potentiellement, c'est toxique. Je dis potentiellement parce que je ne crois pas que cette notion-là ait dépassé le stade cellulaire ou le stade animal. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, parce que c'était un peu technique statistique, et c'est sans doute pas là que je suis le plus, le plus fort, on va dire. Je ne sais pas si ça appelle des questions, je ne sais pas si vous voulez revoir les valeurs, je ne sais pas si... Est-ce est-ce que ça peut servir de biomarqueur pour tester les médicaments? Enfin, Bah, l'efficacité du médicament? c'est un peu le sens de ma dernière phrase. Oui, mais En fait, j'ai pas entendu, excuse-moi. c'est pas Je la grave. repose. C'est-à-dire Il y a du que bruit. si on dit que la frataxine est corrélée à l'évolution de la maladie, Oui, à ok, oui, court ça marche. ou Oui. moyen Et- terme, Mm, on peut tout évaluer qui aurait un impact sur son taux, c'est-à-dire l'activité sportive,
l'activité intellectuelle, un médicament X ou Y, qu'on agisse en amont ou en aval de la mitochondrie, enfin de la frataxine, il serait pas inintéressant. On a vu, vous vous souvenez peut-être dans une lecture critique antérieure que il y avait des facteurs environnementaux, entre guillemets, tissulaires, hein, qui influençaient sur la synthèse de frataxine. Ce n'est pas la même chose qui se passait dans le cœur et dans le système nerveux central. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mm. Eh bien, on peut imaginer qu'effectivement, on puisse évaluer l'impact de l'environnement, au sens biologique du terme, sur Mm. les taux de frataxine. Alors, je n'ai pas peur de me contredire, parce que je parle là à l'instant de l'aspect tissu spécifique de la synthèse de frataxine, influencé différemment dans le cœur et dans le système nerveux central, alors que là, c'est le dosage de frataxine dans le sang. Ce qui serait vraiment intéressant comme étude à venir, ça serait de montrer la relation, ou pas d'ailleurs, qui existe entre qu'est-ce qui se passe dans un tissu et qu'est-ce qui se passe dans le sang. Parce que ça, pour l'instant, on l'a pas. Mais puisqu'il y a une relation entre qu'est-ce qui se passe dans les tissus et l'évolution, et qu'est-ce qui se passe maintenant là dans le sang et l'évolution, on a envie de dire qu'il y a sans doute une relation entre frataxine dans les tissus et frataxine dans le sang. Si je peux me permettre pour reformuler ta question qui est le cœur du sujet, hein. C'est est-ce que le dosage périphérique de frataxine peut être pas seulement un critère d'inclusion, etc., mais surtout un critère de jugement principal dans un essai thérapeutique. Est-ce que ça peut être validé comme critère de jugement principal? Mm. Et si ça l'est, pourquoi si ça l'est, donc ça l'est pas forcément grâce à cet article, mais c'est une première étape. Après, il faut voir que les instances des médicaments acceptent que ça puisse l'être. Ça change tout parce que entre un suivi d'échelle M-FARS hétérogène qui nécessite, pour pouvoir trouver une différence statistique dans l'évolution d'essais de plusieurs années, hein, Moxie a pris 1 an, Moxie Extension a pris 3 parce qu'ils n'acceptaient pas Moxie. Là, on pourrait, avec un dosage de frataxine, si c'était une étude validée, trouver une différence significative en quelques mois. Donc oui, l'enjeu est là. Et c'est ce qu'on appelle un surrogate de la maladie, donc un Ouais. remplacement de critère du jugement, c'est-à-dire pas seulement un critère de jugement clinique, mais Et biologique. comment, tu dis si les autorités de santé l'acceptent, c'est, c'est- ce serait quoi les freins ou les opportunités pour qu'ils l'acceptent en fait, ou les facilitants ou les freins? Il faut plus d'études de ce type-là ou il faut que des labos commencent à proposer ça comme euh, critère d'évaluation, enfin, endpoint. T'entends pas, Patricia? Communiqué. On n'a pas vu leur donner précisément, mais il avait publié sur les dosages sur les dosages de biopsie muqueuse de la joue. Ils ont fait une publication en ce sens-là. Ils communiquaient que ce qu'ils souhaitaient, c'était obtenir un surrogate, faire passer la remarque sur une publication accélérée. Une étude pivot, comme on dit, Mm. mais ils essayent de faire passer ça, et pourtant, ils n'ont pas la réponse de la FDA. Et donc, c'est la réponse de la FDA. Ah, si, selon ces données, donc, c'est accepté ou pas. On t'entend plus. Le SAREC était en canal, le SAREC plutôt convaincant, il a quelques limites. Patricia, on t'entend très très mal. Il peut y avoir quelques limites méthodologiques, et puis les statisticiens seront sûrement très sévères, hein, comme souvent. Ouais. Mais c'est un premier atout parce que nous, on est confronté à une maladie qui cliniquement peine à se faire évaluer. Alors, ça se destine à des médicaments qui augmentent la frataxine, pas à des médicaments qui ne touchent pas à la frataxine, comme l'omaveloxolone. Euh, Euh, Pierre-Marie, on t'entend pas. ouais, il faut attendre. ouais, il faut vraiment être en face je suis Ouais. désolé.
j'ai un ordinateur pas très performant. Je disais que ce que dit Patricia, c'est évident que ça s'adresse avant tout aux médicaments qui ont pour objectif d'augmenter le taux de frataxine circulant. Soit on remplace la molécule elle-même, enfin on apporte la molécule elle-même, soit on fait Mm. du génie génétique ou un équivalent. On apporte l'ARN messager, par exemple. Mais, euh, mais si on imagine qu'il y a des boucles de rétrocontrôle positif ou négatif, ça permet aussi de regarder enfin, est-ce qu'elles existent, ces boucles de rétrocontrôle, et est-ce qu'elles sont positives ou négatives, en fait. Et donc, ça a beaucoup de... Enfin, on comprend bien que un marqueur biologique simple sur une prise de sang disponible en quelques heures, sinon quelques jours, change tout par rapport à je dois attendre que l'échelle mFARS se varie de 3 ou 4 points sur 2 ans, quoi. Ça change tout. La question que je voulais poser, je ne sais pas si pour vous c'est très clair à la lecture aux commentaires de ce papier, c'est qu'on comprend bien qu'il y a une corrélation. On imagine bien que chez un même individu, si on dose la frataxine dans des temps répétés, par exemple dans un essai thérapeutique, si elle augmente pour cet individu, c'est un bon signe. Par contre, est-ce que le papier, je m'adresse à toi Pierre-Marie ou à ceux qui ont... Est-ce que le papier nous permet d'en faire un biomarqueur avec des normes? Bah, c'est-à-dire, il y a une carence en frataxine en dessous de tel dosage. Tu vois, que ça permette de suivre un individu lui-même, qui devient son propre contrôle, je l'imagine bien. Mais est-ce que ça permet aujourd'hui déjà d'établir un biomarqueur avec des normes? Je suis pas certaine. Alors, bonne question, je sais pas si c'est un fait exprès. Euh, je sais pas si vous voyez mes diapos ou pas? Vous voyez mes diapos Oui, ou pas? oui, oui. D'accord. Je vais vous remontrer le tableau général. Et vous voyez que vous avez une moyenne en fait. Quand on regarde dans la cohorte TQ, on a fait des dosages pondérales en nanogrammes par ml de frataxine, on n'a pas de déviation standard. De la même manière qu'on n'a pas, moi je trouve que c'est un vrai problème, on n'a pas le nombre de prélèvements par patient qui nous permettrait enfin, de chiffrer en fait la variabilité. Alors, on comprend bien sur ce tableau-là qu'il y a une progression en- entre ceux qui démarrent très tôt à un taux bas de frataxine et ceux qui démarrent plus tard et un taux plus haut de frataxine. Ça, d'accord, très bien. Ça rejoint les données archi connues, donc ça ne nous renseigne pas beaucoup. La question posée par Patricia, c'est au fait quelle est la variabilité de cette mesure? Ce que j'évoquais en cours de diaporama, hein, la variabilité intrinsèque de la méthode. C'est-à-dire que je passe 2 fois le même tube dans la machine. Quelle est la différence entre les deux mesures? Ça, c'est la variabilité intrinsèque du test. Et puis, bien entendu, la variabilité intra-individuelle, c'est-à-dire que je prends le même patient en janvier, février, mars, avril, mai, juin, et je regarde quelle est la variabilité, est-ce qu'il y en a une ou pas. Et puis après, il y a la variabilité entre patients. Et ça, quand on aura fait ça, à mon avis, Lynch et collaborateurs, ils ont ces informations-là, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas délivré. Alors, c'est pas typiquement ce qu'ils voulaient, le sujet de l'article, mais on a envie de dire, mais montrez-nous, quoi. Montrez-nous ces valeurs. C'est quand on aura la variabilité intra-test, intra-individuelle et inter-individuelle qu'on saura où sont les normes, entre guillemets, les normes. Les bornes, en fait, pour le dire autrement. C'est clair? Oui, moi j'ai une question concernant les exclusions, même si ça n'a pas été très détaillé. Pourquoi avoir ôté des patients qui avaient un nombre de répétitions vraiment très différent d'une allèle à l'autre, alors que dans les cohortes, vous avez parlé d'inclusion de parents qui eux-mêmes ont une allèle saine et une allèle malade et qui fait qu'on a aussi des variations importantes.
Alors, dans les carrières, c'est-à-dire que effectivement, les parents qui sont hétérozygotes sont là juste comme marqueurs, en fait, pour avoir un repère par rapport justement aux hétérozygotes. Il y a des sujets, entre guillemets, complètement sains, les homozygotes sains. Donc ça permet juste comment dire, de donner une image des différences entre qui est patient et qui est pas patient, et qui va bien. Euh, la- 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 Ce qui est vraiment gênant, c'est cette notion d'hétérogénéité des GA entre les deux allèles. Euh, En fait, sans doute, alors, ils ne disent pas du tout, hein. C'est un vrai, enfin, on peut se poser la question de savoir pourquoi les reviewers d'un tel article n'ont pas demandé, mais qu'est-ce que vous appelez des allèles hétérogènes et à partir de quand c'est hétérogène? Ça fait appel à la notion, sans doute, j'anticipe, hein, j'en sais rien, fondamentalement, c'est pas écrit encore une fois, euh, ça fait appel à la notion de dominance. Quand on a deux allèles différents, bon, on a deux allèles à chaque fois, on est d'accord, on est sur le diploïde, hein, et les allèles portent des gènes qui sont potentiellement différents. À ce moment-là, soit les deux s'expriment, c'est que par exemple les groupes sanguins A et B, ben, on a A et B, mais quand on a le A et le O s'exprime pas. Mhm. Et donc le dominant, c'est le A. Et en fait, il est vraisemblable, enfin je sais pas, j'anticipe, hein, que les auteurs, sachant pas trop comment marche la dominance, ils ont exclu les sujets qui avaient une trop grande différence entre les deux allèles en termes de nombre de GAA. J'en sais rien fondamentalement parce que c'est pas dit, mais c'est une explication potentielle de dire bon bah voilà, on ne sait pas trop qui va agir et donc ça risque de casser les corrélations et donc les exclure. Mhm. D'accord. Et pour, dans la continuité de la question de Véronique, c'est qu'il faut, avec un type de résultat qui a été démontré là, combien de temps ça pourrait être utilisé dans d'autres essais? De dire le marqueur dont on parlait, euh, est-ce que ça pourrait être utilisé dans des essais qui sont déjà existants? Peut-être pas parce que ça n'a pas été défini au départ, mais est-ce que dans les prochains, un essai qui se ferait dans 2 ou 3 mois, est-ce il pourrait déjà utiliser Bah, en fait, c'est déjà cette en cours, donnée-là? hein. Ok. Enfin, moi, je pense que c'est déjà en cours. Ça fait le deuxième papier. Bon, il y a sans doute d'autres qui nous sont passés sous le nez ou des papiers qui n'ont pas été publiés mais communiqués en congrès ou communiqués entre les chercheurs et les autorités de santé américaines. Euh, il est vraisemblable que tout ça est en cours, puisque de toute façon, alors excusez-moi d'aller trop vite, mais on a bien compris que les médicaments actuels ne transforment pas le pronostic. Et c'est vrai que c'est pas des traitements, ce ne sont pas des traitements étiologiques. Le traitement étiologique, c'est le traitement de la cause, c'est de suppléer la carence en frataxine. Or, c'est ce qui, a priori, est dans les tuyaux dans un avenir relativement proche. Et donc, on a besoin, et puis l'étude sur le MAV a duré des années, donc on a besoin de comprendre mieux et plus vite parce qu'on arrive avec des traitements étiologiques. Et donc, je pense que vraiment, ces marqueurs, enfin, ces quantifications de la frataxine, elle va être dans tous les boulots à venir, où il y aura des traitements à dire Ok. face à face. Mhm. Moi, je pense que c'est en cours, hein. Oui, vraisemblablement, c'est pas pour rien si ça sort maintenant et c'est dans l'air du Ok. temps et c'est peut-être pas sorti avant parce que beaucoup de choses, enfin, l'omaveloxolone a pris beaucoup de place dans la littérature scientifique et donc c'était pas à propos pour l'omaveloxolone parce que je crois qu'ils espèrent pas tellement augmenter la frataxine, donc ça les intéressait pas.
Mais maintenant, on sent un peu plus de littérature émerger sur l'importance d'une cause étiologique, quoi. Donc, il est vraisemblable que ce soit utilisé, mais ce sera utilisé par des molécules qui en ont besoin enfin, qui peuvent utiliser ça comme un surrogate. Donc, vraisemblablement pas la vatiquinone, pas l'omaveloxolone, pas. Si je peux me permettre, euh, une fois qu'il y a plusieurs bien entendu, méthodes de dosage prend le pas, si je puis dire, en termes de reproductibilité et de coût, les deux vont ensemble, hein. Il y a sa mise à disponibilité des cliniciens. Et l'étape d'après, qui nous concerne nous, c'est la mise en routine. C'est en fait euh, que ça soit ce qu'on appelle la nomenclature des actes biologiques, que ça soit remboursé par la Sécu. C'est encore, il peut se passer des années hein, entre un test qui existe, enfin, un test au pluriel, hein, enfin des tests fiables et plutôt économiques qui existent. Et il peut y passer des années avant que ça soit la nomenclature de la sécurité sociale. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je pense que tous, on s'intéresse à comment on peut aider nos enfants et nos parents avec thérapeutique qui existerait, enfin, à travers l'apport majoré de certains nutriments ou certaines vitamines. Et c'est sûr que si on avait à disponibilité un dosage reconnu fiable de l'évolution des choses, de dosage d'aflatoxine, on pourrait, dans notre coin, entre guillemets, vérifier si ce qu'on fait est bien et à court terme. Je veux dire par là, de donner de fortes doses de vitamine B3, et, on pourrait le faire et vérifier si la frataxine augmente. Bon, bah, là, actuellement, comme on est loin encore de cette perspective, euh, mais dans une finalité, je rejoindrait ce qu'on voit dans beaucoup de pathologies trop représentées, on a et remboursé par la Sécu. C'est par comparaison, par analogie à ce qu'on a déjà entendu à la journée nationale, internationalement reconnu et c'est relativement pas cher de investir, j'entends. Alors, on a peut-être tous un rôle à jouer parce que l'insuffisance cardiaque, c'est répandu dans le monde entier. La taxiturgie, c'est une maladie rare. Peut-être que l'association de patients a son rôle à jouer Absolument. pour dire on veut ce dosage. Je ne sais pas si toi tu as entendu parler de dosage qui était promu par des associations de patients dans des maladies rares, mais c'est pas impossible que globalement ce soit pas ce soit pas l'organisation de la santé qui propose le remboursement de lui-même, hein. Il faut peut-être donner un coup de pouce en tout cas utiliser ces publications pour solliciter les instances, les instances décisionnaires pour développer ces tests. C'est pas du tout délirant de se pencher sur la question. On ne Bon, t'entend plus. Ah, bon bah, s'il n'y a plus d'autres questions, on arrive à l'heure de... on vous entend plus non plus, Pierre-Marie. Je disais, s'il n'y a plus d'autres questions, on arrive à l'heure de travailler ensemble. Donc, on pourrait clore la session si vous en êtes d'accord. À moins qu'il y ait d'autres questions. Je suis désolé du retard et je suis désolé de la difficulté de communication. J'ai l'impression que ça s'aggrave sur mon ordinateur. La prochaine fois, on en prendra un autre. Moi, j'avais juste une dernière question. C'était sur le dosage dont vous parliez et que ça pouvait servir, ce quantitatif pouvait éventuellement servir à peut-être donner les dosages limites. Mais est-ce que ce serait pas simple de dire, ben, on prend le groupe contrôle et puis on ne donnerait pas, en tout cas, il faut pas que ça dépasse le dosage que le groupe contrôle qui est sain.
Ah, bah oui, Euh, oui, si on dit qu'il y a un seuil toxique, il est certain qu'on doit envisager de ne pas dépasser ce qui existe chez les sujets sains. C'est certain, oui. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une lecture critique d'article, il y a quelques mois en arrière, on avait vu un papier qui avait monté un système de génie génétique où le nombre de copies de molécules était restreint, justement pour éviter cette toxicité potentielle d'un excès de frataxine. Parce que je caricature un peu, si vous mettez le gène qui fabrique de la botfrataxine à un endroit du génome où il y a une activation permanente, le gène peut être amené à être activé en permanence, à faire de la frataxine en permanence et arriver à un excès. Et donc, dans le travail qu'on avait lu, ils avaient mis au point un système de réplication quantitativement limité du gène de la frataxine. Et donc, c'est ce qu'on disait il y a un instant, ça fait partie tout un ensemble de travaux qui convergent vers, on se préoccupe de trouver un traitement qui supplée le déficit en frataxine et on veut quantifier le résultat de ces traitements. Ils ont Vas-y, je réponds à la souvent, question, Stéphanie. oui, oui, merci. mais c'est pour ça que souvent ils visent d'avoir un niveau équivalent à des porteurs sains, entre guillemets, puisque quand Ouais. il y a un seul gel buggé, on n'a quand même pas un taux de frataxine comme les gens qui n'ont pas du tout de ces problématiques. Oui, Et et aussi, ouais. effectivement, oui. Se Mm. retrouver à la moitié des gens, entre guillemets, strictement normaux, ça suffit. Et c'est pour ça qu'aussi c'est important peut-être de renforcer le flou sur nos idées de tester les combinaisons de molécules, parce que si il y a augmentation par une, augmentation par l'autre, il ne faut pas que les deux combinés augmentent trop non plus la frataxine. Ouais, ouais, absolument. Bon, bah écoutez, merci de votre attention. Merci à vous. Merci, merci, bonne Merci. soirée. Merci. Merci à beaucoup, vous, bonne bonne soirée. soirée.